Cette vidéo existe grâce à Audible, une appli pour écouter des livres audio qui m'a permis de découvrir plus de livres alors que je suis une très mauvaise lectrice. Je vous en reparle à la fin en vous conseillant des bouquins, tout ça. L'histoire s'accélère. L'être humain tel qu'il existe aujourd'hui est apparu il y a environ 300 000 ans. Et depuis, son histoire s'accélère. Pendant des centaines de milliers d'années, il a été nomade, chasseur-cueilleur, puis paf, le néolithique. Ça commence vers moins 10 000 en Mésopotamie et au Levant. D'un coup, l'humain se sédentarise. Enfin d'un coup, non pas du tout d'un coup, ça prend quelques millénaires et ça se fait pas partout au même moment, mais à l'échelle des centaines de milliers d'années qu'il vient de parcourir, c'est d'un coup. Si bien que les spécialistes parlent de révolution néolithique. En quelques milliers d'années, l'humain crée l'agriculture et l'élevage qui s'accompagnent d'une explosion démographique. En découle l'urbanisation des sociétés, le développement des structures étatiques et hiérarchiques qui gèrent les ressources agricoles et l'apparition de l'écriture pour aider cette gestion des stocks. Et à partir de là, le rythme n'a fait que s'accélérer. La navigation, la philosophie, la politique, l'explosion des arts, l'imprimerie, la science moderne, la machine à vapeur, l'électricité, les États-nations, la médecine moderne, les vaccins, l'éducation, le téléphone, l'aviation, la radio, le grand, la télévision, le nucléaire, le voyage dans l'espace, et tout ce que vous aurez envie de mettre dans la notion de progrès. Vous m'avez donné littéralement un millier de réponses sur Twitter quand j'ai posé la question. Tout ça s'est produit depuis le néolithique. Depuis le néolithique, les humains sont passés de 2-3 millions à 7 milliards d'individus. Tout ça dans les 12 derniers millénaires, c'est-à-dire dans 4% de l'existence de l'humain. Et cette idée m'a toujours foutu le vertige. On dirait que l'histoire s'accélère, on dirait que malgré des excès et certaines conséquences désastreuses, malgré tout, on n'arrête pas le progrès. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et qu'est-ce que ça dit sur notre perception de l'écoulement du temps? Et déjà, c'est quoi le progrès? Alors attention, comme d'habitude, nous nous penchons ici sur l'histoire occidentale, mais la perception de l'écoulement du temps, les visions et les définitions du progrès, elles peuvent être très différentes ailleurs. Notre vision moderne du progrès, elle correspond à une idée évolutionniste, c'est-à-dire qui voudrait que l'ordre de succession passé, présent, futur mène à une amélioration, un développement positif. Mais figurez-vous que se développer, ça n'a pas été non plus de tout temps un absolu. En fait, ce n'est même qu'assez tardivement que c'est devenu un horizon à atteindre, du moins en Occident. Le progrès s'exprime dans différents champs. Donc le progrès, il peut être technique, mais aussi social, politique, etc. Ce qui veut dire qu'il est aussi assez subjectif, puisque tout le monde n'a pas la même vision de ce que peut signifier le développement, ou encore parce que ce que l'on identifie à un moment comme un progrès peut être réinterprété de manière négative ou nuancé plus tard, comme on va le voir. Ce qui est sûr, c'est qu'en Occident, le progrès est un marqueur pour notre représentation, notre perception du temps. Il représente cette accélération dont je parlais, il marque une rupture forte avec un avant et un après, et il donne l'impression qu'il y a un sens de l'histoire dont il est le moteur. Mais en fait, figurez-vous que ça fait vraiment pas longtemps qu'on pense comme ça, et que c'est cette notion qui induit notre perception du temps. Ça fait genre 400 ans grosso modo. Ouais. Ok, bah Manon, comment on percevait le temps et le progrès alors avant? Et je vais vous raconter, calmez-vous. Et on commence avec l'Antiquité. Évidemment, chez les Grecs, c'est un titan qui donne la technique aux humains, Prométhée. Il vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et avec le feu, les hommes peuvent développer tout un tas de trucs, notamment la métallurgie, et passer à un autre level de civilisation. Sauf que pas bien voler les dieux, Zeus condamne Prométhée à se faire bouffer le foie pour l'éternité par un aigle, et les hommes devront désormais travailler pour que la terre soit fertile, alors qu'avant, tout poussait comme par magie. La métaphore de cette histoire est claire. D'abord, le succès d'une civilisation est lié à sa compétence technique. Il fallait le feu pour devenir supérieur. Par contre, le progrès technique implique la perversion des hommes. Ils ont voulu imiter les dieux et utiliser le feu, ils sont punis. Donc dans le mythe grec, vous notez qu'il y a une ambivalence dans le regard porté sur le progrès. Donc c'est que plus tard que la vision prométhéenne du progrès, elle devient entièrement évolutionniste, c'est-à-dire qu'on considère qu'on évolue vers toujours un mieux et que, en gros, on n'arrête pas le progrès. Oui, bon, en même temps, pour les savants grecs, cette histoire de Prométhée, c'était quand même surtout une histoire. Hein. D'accord, donc tu déboules dans ma vidéo, là, comme ça. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, écoute, tu parles du progrès, il y a un petit côté philo, tu vois. Monsieur Phi, donc. Je fais de la philo sur T'habites YouTube. pas super loin? Oui, mais j'ai pris le train, enfin tu sais. C'est vrai qu'on n'arrête pas le progrès. Donc, je disais, dans la pensée grecque, le monde, le cosmos, est généralement conçu comme éternel et cyclique. Genre Aristote, un influenceur de l'époque plutôt important, était farouchement opposé à toute idée de création ou d'origine du monde. Pour lui, le monde n'a pas de commencement, il a juste toujours existé et il existera toujours. Ou encore chez les stoïciens, on pensait que régulièrement, en gros quand toutes les étoiles retournent à la même position, il y a une sorte de grand feu qui réinitialise l'univers. On appelle ça l'ekpyrosis. Et tout repart exactement
temps à l'identique pour un nouveau cycle. Ce type de conception du temps, éternel et cyclique, ça rend très difficile de conceptualiser la notion même de progrès. Dans un monde qui a toujours existé de toute éternité ou qui est voué à se répéter éternellement, il n'y a pas tellement de sens à se dire qu'il y a un sens global de l'histoire, que le passé est pire et que l'avenir sera meilleur. Non, il y a une éternité passée qui ressemble en tout point à l'éternité future et c'est tout. Fais ta vie au milieu. Eh ben merci Monsieur Phi d'être venu de si loin. Donc en gros, si je comprends bien, la lecture prométhéenne du progrès, c'est encore les contemporains qui plaquent leur conception sur celle des Grecs. On peut dire ça. Oui. Ok, on va y revenir, mais avant d'arriver à la conception moderne du progrès, on a besoin de passer par le Moyen-Âge. Ouais, moi aussi je déteste. C'est pas vrai, on vous aime quand même les médiévistes. Vous avez le droit de vous exprimer quand même. Et c'est qui le boss qui contrôle tout au Moyen-Âge? L'Église, bien sûr. Et dans sa perception du temps, il y a bien une temporalité linéaire avec un horizon meilleur pour l'Église. Sauf que c'est pas celui des avancées techniques, c'est celui du jugement dernier, évidemment, avec le retour du Christ et la résurrection des morts. Sauf que pour atteindre cet horizon, l'individu vit dans un présent figé, rythmé par les sacrements qu'il doit réaliser et rejetant la nouveauté et l'innovation. Et ce présent figé regarde en permanence vers un passé fantasmé, l'âge d'or du Jardin d'Éden, l'état pur et naturel de l'humain avant sa corruption. Toutes les évolutions, comme les réformes religieuses de l'Église, ont pour objectif, en fait, de retrouver le passé parfait qui a été corrompu. Passé parfait qu'on ne retrouvera qu'au jugement dernier, donc. Mais Dieu n'est pas censé se tourner les pouces en attendant, il est censé veiller et intervenir dans l'histoire humaine. C'est l'idée de providence divine. Et du coup, quand on admet la providence, on peut clairement déceler un sens de l'histoire. Les choses qui arrivent n'arrivent jamais par hasard, elles arrivent parce que Dieu l'a voulu. Et c'est pas n'importe qui, Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc s'il l'a voulu, c'est qu'il avait de bonnes raisons de le vouloir. De là, on en vient à une conception providentialiste de l'histoire qui consiste à voir des desseins de Dieu partout. Un bon exemple de ça, c'est le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, où en gros, Bossuet nous repeint toute l'histoire du genre humain jusqu'à Charlemagne en mode success story des chrétiens coachés par Dieu. Alors je suis pas historien, mais il me semble que c'est pas trop la bonne méthode pour faire de l'histoire. Bof! Cette conception est plutôt rassurante et en même temps un peu perturbante parce que ça rend difficile d'expliquer pourquoi il y a quand même un paquet de catastrophes qui tombent sur la tête des chrétiens. Genre la peste, c'était dans le plan de Dieu. Alors on va dire que c'était pour nous punir, pour éprouver la foi des fidèles, hein, ça marche toujours. De toute façon, cette vie sur terre ici et maintenant, c'est pas bien important pour un chrétien. Faut pas oublier que le vrai horizon, ça reste, comme tu l'as dit Manon, le jugement dernier, tout ça. Et puis sur le papier comme ça, on dirait qu'une telle vision du progrès colle pas avec celle des modernes. Pourtant, elle aura bel et bien laissé une trace. Les modernes ont aussi une conception messianique du progrès, sauf que Dieu a été remplacé par la technologie. Mais avec la sévérité de l'Église, ces derniers ont plutôt perçu le Moyen-Âge comme une parenthèse dans notre marche vers le progrès, une pause dans le déroulement du temps qui aurait commencé à reprendre son cours avec la Renaissance. Dans les faits, c'est plus complexe, comme on vient de le dire, mais bref. Donc on a d'une part la vision prométhéenne du progrès, qui fait de la technique le moteur de la civilisation, et de l'autre la vision religieuse qui fixe un horizon à atteindre. Ça nous conduit, après le Moyen-Âge, au moderne et à la conception évolutionniste du progrès. À partir de la Renaissance, donc, le rapport à la religion et donc au temps évolue. Progressivement, c'est plus Dieu qui est au centre de tout, mais l'homme, c'est l'humanisme, tout ça, puis les Lumières, je vous la fais courte, jusqu'à aboutir au 19e siècle qui correspond à un énorme bouleversement sociétal. Le monde occidental change avec l'explosion des sciences et des technologies qui transforment le quotidien des gens. C'est ce qu'on appelle les révolutions industrielles, qu'on préfère maintenant utiliser au pluriel parce que c'est plus un processus qu'une rupture et ça se fait pas partout de la même façon ni au même rythme. Avec la machine à vapeur, les machines-outils, le développement des usines, etc., la productivité explose, donc on consomme autrement, mais aussi on travaille autrement. Les structures sociales sont modifiées, c'est l'avènement de la bourgeoisie et de ses valeurs de travail et de famille à la place de celles des nobles, etc. Bref, ce siècle représente un changement majeur pour beaucoup de penseurs. Par exemple, Claude Lévi-Strauss considère que la révolution industrielle est la deuxième rupture décisive de l'histoire depuis le néolithique. Le rapport au temps en est largement bouleversé. On ne vit plus avec l'heure du soleil et des saisons comme dans la société agricole. Le temps n'est plus celui de la nature mais celui de l'homme qui le contrôle désormais. Les horaires de travail à l'usine sont fixes. Les grandes horloges mécaniques se multiplient dans les lieux publics et les nouvelles gares du train à vapeur pour quantifier ce temps, le séquencer dans une démarche résolument évolutionniste. C'est le temps du progrès qu'on n'arrête plus. Enfin si, pour certains, il a une limite, un horizon précis qu'on va atteindre, un stade ultime de développement qui représente la fin de l'histoire.
Les idéologies qui émergent contiennent alors tout en elles une interprétation du progrès et du temps, que ce soit le libéralisme, le socialisme, l'anarchisme ou encore le nationalisme, etc. Par exemple, l'Internationale dit « du passé, faisons table rase ». Ou encore le penseur anarchiste Proudhon, qui a écrit une philosophie du progrès, dit que la théorie du progrès, c'est le chemin de fer de la liberté. Dans tous ces cas, ces idéologies proposent une vision utopique du progrès qui permet d'accélérer le cours de l'histoire et conduirait au triomphe de l'idéal prôné, quel qu'il soit. Atteindre cet horizon ultime où tout serait parfait, cela revient à atteindre la fin de l'histoire. Une idée qui avait déjà été théorisée par Hegel, il me semble, cher monsieur Phi. Oui, Hegel. Alors, c'est-à-dire, voilà, l'histoire pour Hegel, c'est très simple, c'est très simple. D'après Hegel, l'histoire est le devenir qui sait et se fait savoir en s'intermédiant l'esprit aliéné au temps. Mais cette aliénation est tout aussi bien aliénation d'elle-même, c'est le négatif qui est le négatif de lui-même. Tu vois Extrêmement clair. Ouais. Tout compris. Ouais. Ça, c'est une citation que tu m'as donnée? Oui, voilà, je ne l'ai pas inventé, ouais, effectivement. En tout cas, ça, donc, c'est ce qu'il écrit dans la phénoménologie de l'esprit. Ok. C'est peut-être plus clair en allemand. Ah, sans doute. Blague à part, en très gros, pour Hegel, l'histoire universelle est gouvernée par la raison, avec un grand R, qui est une sorte de providence, mais en plus rationnel. Genre la raison / Dieu, une synthèse de théologie et de philosophie. Bref, c'est ultra bizarre. Un point intéressant aussi dans sa conception, c'est que l'acteur de l'histoire, c'est pas les êtres humains individuels, donc, mais c'est vraiment la raison, l'esprit universel, qui va à chaque époque s'incarner dans un grand homme, genre Napoléon. Donc cette idée que l'histoire est faite par les grands hommes qui incarnent des grandes idées, c'est très Hegel. Bref, ne laissez pas les philosophes faire de l'histoire, s'il vous plaît. Non plus. Pour revenir au côté fin de l'histoire, c'est peut-être plus clair si on prend l'exemple du marxisme. Chez Marx, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Donc au moins, c'est pas un truc totalement abstrait comme chez Hegel, là c'est concret, ça relève des conditions matérielles des individus. Et donc, dans cette perspective, les grandes évolutions passées et aussi futures devraient pouvoir entièrement s'expliquer par cette dynamique de lutte des classes. Et il y a théoriquement un terme à cette dynamique. Après la société bourgeoise, puis la dictature du prolétariat, on arrivera à une société sans classe, donc fin de la lutte des classes. Et vu que c'est ça le moteur de l'histoire, on pourrait dire que c'est la fin de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin des temps, juste que l'histoire comme lutte des classes est achevée. La société aura pris sa forme finale, quoi. Bon, les choses se sont pas tout à fait passées comme ça finalement. D'accord. Bon, en tout cas, cette idée de fin de l'histoire a continué d'avoir du succès jusqu'à beaucoup plus tard. Notamment en 1989, Francis Fukuyama a publié un article qui s'appelle La fin de l'histoire, où il considère que l'histoire a atteint son stade final avec l'effondrement du communisme, alors que le mur de Berlin tombe, car il va laisser la place à la démocratie libérale, dont le consensus est pour lui indépassable. Bon, on peut dire qu'il s'est un peu planté aussi, vu comment le modèle est discuté aujourd'hui. Bref, d'ailleurs, comme d'habitude, les critiques et les oppositions n'ont pas attendu pour se faire entendre. Dès le 19e siècle, alors que le mythe du progrès et la foi en l'avenir se développent largement, apparaissent déjà les premières remises en cause virulentes des avancées techniques. Et ce sont en général et en toute logique les victimes de ce progrès qui les expriment. On peut par exemple citer le ludisme dans les années 1811-1812 en Angleterre. Donc ludisme, ça vient d'un ouvrier, Ned Ludd, qui aurait détruit des métiers à tisser. C'est donc un mouvement d'artisans du monde du textile qui détruisent les métiers mécaniques de l'industrialisation. Et aujourd'hui, on parle encore de néoludisme pour désigner les opposants au progrès. Et puis il y a surtout la réalité de la vie, mes petits amis, qui revient comme une bonne grosse claque dans la gueule et apportant ses méga traumas au XXe siècle. Ah oui, les guerres mondiales, c'est un bon gros coup dans la gueule du progrès linéaire qui amène un futur meilleur. Et quand il devient un outil de violence, le progrès technique qui charcute les gens ou organise industriellement leur extermination, il est tout de suite moins golden. La confiance inébranlable en l'avenir a alors fait place à la certitude d'aller vers la déchéance et la dégradation. Là commence à s'opérer à grande échelle la déconnexion entre progrès, développement et optimisme. Et pour la première fois, on prend conscience que le progrès peut détruire l'humanité. Alors du coup, est-ce qu'on peut toujours parler de progrès ? Ça se discute. À partir des années 60 et surtout 70, c'est la rupture avec la vision linéaire du couple progrès-temps évolutionniste. Cette conviction, qui a été un fondement majeur de notre vision du temps, est ébranlée par les crises nombreuses que le monde traverse après les guerres. Crise économique avec les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, crise sociale avec l'arrivée du chômage de masse et la mécanisation, etc., etc. On assiste à une désutopisation du progrès. Le progrès a perdu sa capacité à nous amener vers un monde meilleur. Il est enfermé de
depuis les années 70 dans un présent quasi immédiat ou à très courte échéance, ce qui peut parfois conduire à une impression de perte de contrôle du temps et de son accélération, comme si la machine s'était emballée et nous avait échappé. Alors on va se mettre à parler de plus en plus non pas du progrès mais des progrès, certains étant souhaitables et d'autres vus très négativement, et surtout les uns et les autres peuvent s'opposer mutuellement. Le progrès technologique contre le progrès social par exemple, le progrès technico-scientifique du court terme qui, en parallèle, détruit toute chance d'un progrès à plus long terme. C'est ce que l'on constate avec la crise écologique et climatique depuis les années 70 ou encore avec toutes les questions relatives au clonage, au nucléaire ou aux OGM par exemple. Une crise de la foi en l'avenir qui nous mène à re-questionner certains moments qu'on percevait comme du progrès et des avancées du développement, comme la révolution du néolithique. On peut la lire aussi comme les débuts de la prédation humaine sur la nature, la première rupture de l'équilibre. Finalement, on souligne que les travaux agricoles étaient en fait très pénibles pour les corps humains, que les logiques productivistes auraient mené au premier vrai conflit, que la promiscuité entre animaux et humains aurait été source de nombreuses maladies transmises par les animaux, etc. À l'inverse, on réhabilite beaucoup les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui seraient des sociétés vivant en osmose avec la nature, en étant finalement qu'une espèce parmi les autres. La faible productivité expliquerait l'absence de hiérarchie sociale, ce qui exclurait non pas les conflits, mais en tout cas les guerres. Et ces sociétés n'auraient pas encore mis en place la domination masculine, etc. À l'inverse, certains développent une sorte de mythe d'un âge d'or perdu, recherchent dans le passé des solutions pour l'avenir, prônent la décroissance, donc l'inverse du progrès. Enfin, cette idée de progrès est aussi vue comme européocentriste et correspond à une vision occidentale de la marche du temps que certains accusent, au nom de l'universalisme prôné, d'avoir mené à la colonisation ou à l'impérialisme. Le modèle occidental étant porteur de la marche vers le progrès, les pays occidentaux se seraient sentis légitimes pour exporter, avec les conquêtes, leur modèle au reste du monde, dans une volonté de rendre universel ce modèle. Alors là, vous me direz, tout ça c'est discutable, c'est une interprétation de ce qui est bon ou mauvais, mais on peut pas nier qu'on avance. Sans doute, dans l'ensemble, mais c'est pas si simple que ça. Socialement déjà, l'avancée linéaire du progrès est plus que discutable. Il est arrivé régulièrement que ce qu'on considère comme des acquis sociaux soit en fait retiré. Comme l'esclavage qui est aboli en France en 1794, abolition révoquée en 1802 pour finalement revenir en 1848. C'est pas le seul combat qu'on pensait avoir gagné sur lequel il faut revenir, comme on le voit par exemple avec le droit à l'avortement dans le monde, remis en cause dans de nombreux États actuellement. Ou encore les combats féministes qui ont été très vifs dans les années 70 et qui ressurgissent maintenant. Mais vous allez encore me dire que tout ça, c'est subjectif et qu'avoir le droit d'avorter, c'est une avancée pour certains et un recul de la civilisation pour d'autres. Mais que par contre, le progrès technique, même s'il fait des ravages, il est linéaire. Là aussi, on a des contre-exemples, même si évidemment, dans l'ensemble, on peut pas nier qu'on accumule plus de technologies au fil du temps. Mais on sait qu'il y a des technologies acquises à un moment qui sont oubliées ensuite, puis redécouvertes plus tard. Je vous renvoie à une vieille vidéo que j'ai faite pour mon université où je vous montre que le navire avec une roue à hub, qu'on pensait dater du XVIIe siècle, et de la machine à vapeur, en fait, il est très probable qu'il ait existé dans l'Antiquité, mais qu'il ait été oublié entre-temps. Et il y a aussi tous les débats à propos de comment les gens du passé ont fait pour construire des trucs aussi fous. Et ça date pas d'aujourd'hui, avec les débats pseudo-scientifiques sur les pyramides et les extraterrestres. Déjà, les Grecs, quand ils regardaient les pierres colossales des vestiges de la cité de Mycène datant de l'âge de bronze, par exemple, ils captaient pas comment c'était possible que leurs ancêtres aient déplacé ces trucs pareils, et ils pensaient que c'était l'ouvrage des Cyclopes. Pareil avec notre décontenance sur comment les anciens ont bien pu construire Stonehenge ou les moailles de l'île de Pâques. En fait, on est tellement emprisonné dans une conception linéaire évolutionniste du progrès qu'on a du mal à concevoir que les humains d'avant étaient capables de construire des trucs sans que nous, avec nos avancées techniques, on puisse comprendre comment ils ont fait. On se dit c'est pas possible sinon on comprend pas. Rien que le fait qu'on sache plus l'expliquer, ça montre bien que l'information peut se perdre en route et parfois avec elle la technique, et que non, le progrès est pas forcément toujours linéaire. Alors à tout bien y considérer, je sais pas si l'histoire s'accélère. Je dirais plutôt qu'elle saccade. Elle met des coups d'accélérateur mais aussi de marche arrière. Même si, bien sûr, oui, l'avancée des moyens techniques de ces 10 000 dernières années est incroyable face aux centaines de milliers qu'on a passés en étant des chasseurs-cueilleurs avant. Quand on regarde depuis le XXe siècle, au-delà d'un paquet d'atrocités, dont 2 guerres mondiales, enfin pour l'instant, c'est quand même aussi une période où les conditions de vie d'un nombre sans précédent d'êtres humains se sont énormément améliorées. Si vous regardez l'évolution sur plusieurs siècles de l'espérance de vie, de la mortalité infantile ou de l'extrême pauvreté, c'est hallucinant. Et si on est d'accord pour accorder de la valeur au fait de ne pas mourir jeune, de ne pas voir ses enfants mourir en bas âge et de vivre avec plus de 2 $ par jour, on peut raisonnablement qualifier ça de progrès, au moins. Un autre truc qui me paraît intéressant dans la perception du progrès, c'est que même si le monde s'est énormément transformé entre le néolithique et le début des révolutions industrielles, jusque-là, les transformations avaient encore
un rythme trop lent pour qu'à l'échelle d'une seule vie, des changements radicaux soient vraiment perceptibles. En gros, tu pouvais être sûr que le monde dans lequel tu naissais serait pas très différent du monde dans lequel tu mourrais. L'idée de progrès devient beaucoup plus concrète quand des transformations radicales sont palpables à l'échelle d'une vie. Genre, un enfant du début du XXe siècle aura vu à la fois les tout premiers avions et les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Et ces transformations concernent pas seulement les conditions matérielles, mais aussi les représentations et les conceptions morales. Ce qui est moralement acceptable a énormément bougé sur des questions de sexisme ou d'homophobie en quelques décennies seulement, par exemple. Et toutes ces choses-là vont continuer d'évoluer au cours de nos vies à nous d'une façon difficilement prédictible. Le monde dans lequel on va mourir sera profondément différent du monde dans lequel on est né, et c'est assez vertigineux d'y penser. En somme, l'idée de progrès suppose une forme de confiance en l'avenir. Or, il me semble que ce qui domine dans notre rapport à l'avenir aujourd'hui, c'est plutôt l'incertitude que la confiance, d'où un recul de l'idée de progrès. Et enfin, il faut se rappeler que cette conception du progrès et la perception du temps qu'elle implique, ce sont des idées assez neuves qui ont environ 400 ans et elles ne sont pas un absolu qui a toujours existé, mais simplement une conception parmi d'autres qui, d'ailleurs, commence déjà à passer de mode. Le progrès n'est pas mort, c'est juste qu'il n'est plus l'incarnation de la frise du déroulement de l'histoire et dicte de moins en moins notre perception du temps. Je ne sais pas si on ne peut pas arrêter le progrès, mais il est certain qu'on peut le regarder autrement ou le perdre. Cette vidéo n'aurait pas pu exister sans le soutien de Audible, le service Amazon de livres audio. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi je suis une très mauvaise lectrice. Je lis très peu, j'y prends pas beaucoup de plaisir. En général, j'ai trop de trucs dans la tête qui me parasitent et je décroche en permanence, donc ça me fatigue de lire. Ça a été un calvaire pour faire ma thèse et ça l'est régulièrement pour le travail, vu que évidemment j'ai pas le choix. Mais du coup, en dehors de l'obligation du taf, je lis presque pas pour le plaisir. J'arrive que en vacances quand j'ai aucune charge mentale. Ça fait qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé avoir lu et que j'ai pas lu et ça me complexe et j'ai envie de savoir de quoi ça parle, etc. Mais la mécanique de la lecture, c'est trop pénible pour moi. Par contre, j'écoute énormément de podcasts tout le temps, toute la journée, où je bosse pas, dans les transports, sous la douche, quand je vais à manger, quand je fais du sport, etc. Du coup, ça fait longtemps que je me dis que le livre audio, ça pourrait être une solution pour continuer à prendre connaissance d'ouvrages dans les périodes où pourtant ma charge mentale est trop élevée pour que j'arrive à lire et que ma concentration est mauvaise, c'est-à-dire toute l'année sauf pendant les vacances, vous avez compris. Du coup, j'étais carrément volontaire quand Audible m'a proposé le deal. En plus, Audible, c'est le plus gros catalogue audio qui existe. Il y a 600 000 titres, donc 15 000 en français. Il y a tous les styles littéraires, tous les types de bouquins. Vous allez forcément trouver ce qui vous arrange. Par exemple, moi en ce moment, je veux lire les classiques féministes que j'ai jamais eu le temps de lire. J'ai vu qu'il y avait tous les Mona Chollet, même le tout dernier. Ou encore mieux, vous pouvez même retrouver le livre de Monsieur Phi qui nous a accompagnés dans cette vidéo et croyez-moi, ça vaut le coup. Ouais, c'est moi qui ai fait la voix. Ah oui, c'est même toi qui l'as enregistré. Donc si vous avez aimé cette voix et ses propos, c'est un combo. Et évidemment, j'ai une offre à vous proposer, 2 mois d'essai gratuit, comme ça vous pouvez voir si ça vous plaît. Sinon, vous vous désabonnez, ça se fait en un clic. Et en plus, vous recevez un mail 5 jours avant la fin de la période d'essai pour vous rappeler que vous allez passer en payant. Quand vous recevez le mail, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout utilisé Audible, vous pouvez arrêter. Et sinon, après l'abonnement, c'est 9,95 € par mois. Dans tous les cas, vous aurez soutenu la chaîne. C'est une autre histoire en montrant à notre client que notre communauté est engagée. Merci à vous et merci à Audible. Et on fait aussi un remerciement au pavillon des canaux qui nous a accueillis pour ce tournage. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Vous avez tenu toute la vidéo et tout le placement de produit. Alors vous êtes des champions. Merci donc d'être là. Pensez voir la chaîne de Monsieur Phi pour apprendre plein de philo, notamment. Oui. Quoi d'autre? Des tutos cuisine aussi, je crois. Ouais, j'essaye de diversifier un peu maintenant. Parce que Et du gaming. Beaucoup de gaming. C'est faux. Essentiellement. Il n'y a que de la philo. Mais c'est trop bien, foncez voir ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. Et portez-vous bien dans ce monde radieux. Et un peu incertain. Un peu incertain. Donc portez-vous déjà. Voilà.